Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Ciné, Séries et compagnie qui mélange les talents, les influences et les styles. Alors, quoi de mieux pour vous présenter cette émission que cette balade au sein des créations des plus grands couturiers immigrés en France et qui ont contribué à l'histoire et au rayonnement de la mode parisienne. Issey Miyake, Balenciaga et tant d'autres. En voilà un qui pour moi reste indémodable. Voilà plus de 40 ans qu'il est l'une des grandes figures du cinéma français. Michel Blanc incarne cette semaine dans Les Souvenirs, le nouveau film de Jean-Paul Rouve, un homme déboussolé par le temps qui passe. Alors justement, à 62 ans, Michel Blanc est-il du genre à regarder vers ses souvenirs ou plutôt à aller toujours de l'avant? Réponse dans la super interview. Dans l'extra interview le plus populaire des chorégraphes français de danse contemporaine, Philippe Descoufflé partage avec nous ses influences cinéma et séries. Enfin, dans le Screen Parfait, rencontre avec un éminent représentant du cinéma d'auteur mondial, Fatih Akin, pour une leçon de mise en scène généreuse autour d'un film pourtant dur sur le génocide arménien, The Cut. Mais tout de suite, Isabelle Claire, elle aussi, nous offre une sélection éclectique, histoire de varier les couleurs. Si c'est une heure, alors là c'est autre chose. Yes, sir. Il faut que le rire nous rassemble, et ce rire il peut être teinté de respect, de responsabilité, de fraternité ce soir, et un peu de réconfort. Merci, et on va beaucoup rire. Et oui, la bonne nouvelle de la semaine, c'est le festival de comédie gratuit de l'Alpe d'Huez en Isère avec un jury poilant. Max Bloubil, Anna Girardot, Manu Payet, Sylvie Testu et Gad Elmaleh, président. Au programme, une dizaine de films en compétition, dont notre coup de cœur toute première fois avec Pio Marmaille et Franck Gastambide, ou encore le très attendu Réalité de Quentin Dupieux avec Alain Chabat. Dépêchez-vous, ça s'arrête ce week-end. L'anthologie de la semaine est signée Jean-Pierre Puters, le fondateur de la revue culte Mad Movies. Autour de 4 thèmes, dont les grands singes, ce recueil aussi drôle que documenté rassemble des mythes du fantastique, des affiches bien craignos et des monstres du cinéma et des séries. Un King Kong par-ci, un zombie par-là. Tout le monde est servi. C'est gore, fun et instructif. La Bible du cinéma bis, enfin entre vos mains. La rencontre de la semaine, c'est celle de Luca Dotti, un des fils d'Audrey Hepburn. L'actrice au port de Rennes nous a quittés il y a 22 ans, presque jour pour jour. Repérée par l'auteure française Colette, la petite Anglaise fit ses débuts à Broadway avant d'intégrer l'industrie hollywoodienne pour finir sa carrière classée 3e meilleure actrice de film américain de tous les temps. Pourtant, son pays de cœur n'était pas l'Amérique, mais bien l'Italie, où son fils nous invite aujourd'hui. L'idée même de cette collection de photos était un peu contestée. Ah, qu'est-ce que tu vas faire? Un livre de photos de paparazzi? Parce qu'à l'époque, on les considérait trop floues, pas assez précises, etc. Mais maintenant, c'est comme redécouvrir quelque chose de passé qui redevient moderne. Ce qui m'intéressait, c'était de trouver un espèce de champ du milieu entre ma mère à la maison, qui n'était pas forcément la femme la plus élégante du monde, qui me grondait ou qui ne me grondait pas selon des circonstances, avec l'image patinée que le public peut-être connaît. Là, il y a une très belle Vespa en premier plan, qui est quand même un objet assez emblématique de l'Italie de cette époque-là. Et là, ma mère a une coupe de cheveux, une attitude de gamine qui m'avait surpris. C'est comme une très belle photo à la Douaneau. C'est ça les cadeaux des archives, c'est de pouvoir redécouvrir des choses et on trouve des petits trésors. Un Vespa qui nous évoque Vacances romaines en 1953 et son Oscar pour l'actrice. Et bien d'autres photos inédites pour un très bel hommage à la ville de Rome et à son inoubliable ambassadrice de cœur qui y vécut plus de 20 ans. Ne quittez pas, dans quelques instants, un focus sur le fameux studio de films japonais Ghibli et une leçon sur la technique du layout pour comprendre l'animation.
Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec un acteur avec qui chaque rencontre est pour moi en tout cas un véritable bonheur, même si je sais l'homme angoissé et pétri de doutes, Michel Blanc. Évidemment, on pense tous à la bande du Splendide, mais aussi à des rôles troublants dans des films audacieux comme Tenue de soirée ou Monsieur Hir. Monsieur Michel Blanc, figurez-vous que c'est 40 ans de cinéma, mais aussi des films cultes à n'en plus compter. Michel Blanc, venez donc Michel Blanc. Je suis en train de vous déclamer mon amour. Je suis bouleversé. Voilà, et vous dire à quel point j'ai envie de vous voir dans ce plateau de lancement pour vous parler de ce nouveau film, Les Souvenirs. Voyons-nous. Nous allons parler du temps qui passe. Que reste-t-il de nos amours? Toujours aussi bon. Et le temps qui passe, c'est bien le problème de ce personnage qui doit convaincre sa mère d'entrer en maison de retraite. C'est ta grand-mère. Qu'est-ce qui se passe? Alors effectivement, on a reçu un appel de la maison de retraite. Mais bon, c'est pas la première fois, hein, c'est une vraie passoire là-bas. Mais du coup, concrètement, vous pouvez faire quoi? Ah, concrètement, rien. On peut pas lancer un avis de recherche. À la télé, ils passent leur temps avec leur alerte enlèvement. On peut pas faire pareil. Vous voulez qu'on lance l'alerte enlèvement pour votre mère? J'ai retrouvé dans votre personnage certaines caractéristiques que vous avez eu l'occasion de jouer, un côté un peu râleur de mauvaise foi, et pourtant, je trouve que c'est pas non plus une partition qui vous avait été déjà offerte. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je suis entièrement d'accord. On arrête là? Non. Je suis entièrement d'accord. Il y a des moments qui ressemblent à d'autres personnages que j'ai pu jouer. Parce que c'est pas râleur, il a des moments de révolte. Il faut dire que le personnage est dans une période de déprime totale. Donc c'est un légume. Première question, est-ce que votre mère est majeure? Tu t'énerves pas, hein? Ah mais je m'énerve pas du tout, non. Mais il y a quand même des trucs qui le font sortir de ses gonds parce que c'est énorme. On voit tout, nous, ici. Et une mère plus jeune que son fils, t'as déjà vu ça, toi? Hein, vraiment? Attendez, vous me tutoyez, là, Oui, monsieur? je vous tutoie. Laisse-moi, toi, tout va bien, tout va bien. En quoi il vous a touché, ce personnage? Parce qu'il fait ce qu'il peut. Quand il est en face de sa mère et qu'elle lui dit certaines choses, il est très ému. Moi, j'ai essayé de le jouer comme je me rappelais avoir été quand j'avais 11 ans et que j'avais fait un truc pas terrible et que je devais le dire à ma mère. Ton sac. Voilà. Toi, tu rentres comment? C'est Patrick qui me ramène. Ah bon? Merci les enfants pour le déjeuner. C'est normal, maman. J'espère que ça t'a fait du bien. Allez, démarre. Ça m'amusait de jouer un gosse de 60 ans, dans ces moments-là, en face de sa mère, parce que c'est sa mère. J'arrive pas à lui dire. Vous étiez quel genre d'enfant avec votre mère? Oh, j'étais pas turbulent, moi, j'étais pas emmerdant. J'ai été très bon élève, je n'ai jamais été rebelle et je me reproche même de n'avoir jamais été insolent. Je trouve que j'ai raté quelque chose de la jeunesse qui est l'insolence que je n'ai jamais eue. Donc il n'est pas exclu que je n'ai jamais été jeune. J'ai été enfant et je suis passé de enfant à vieux. Parce qu'adulte non plus, je ne l'ai pas été beaucoup. Mais est-ce que l'âge vous angoisse? Oui, franchement, oui, c'est plus agréable d'avoir 32 ans. Mais ça ne se reproduira pas avant un moment, donc il faut que... Non, mais tant que ça marche à peu près, que tout marche à peu près, je ne me plains pas. Je regardais, ça fait 40 ans que vous faites du cinéma. C'est trop ou c'est trop peu? C'est passé très vite? C'est passé assez vite, oui. Oui. Les choix que vous faites, est-ce que vous avez l'impression que vous êtes guidé par la même idée que quand vous étiez plus jeune comédien? Guidé par la même idée, oui. Quand j'étais plus jeune comédien, il y avait éventuellement le côté... Oui, tu ne pourras pas payer ton loyer si tu ne tournes pas dans les 2 mois qui viennent. Donc ça a pu m'inciter à accepter des trucs que je n'accepterais pas maintenant. Mais pas tant que ça. Vous avez des vrais regrets? Non, il fallait que je les fasse. Puis on apprend même dans les pires trucs. D'abord, on apprend à pas les refaire, c'est déjà une bonne chose, mais... Non, j'ai pas de regrets. J'ai par contre résisté à un moment après Marche à l'ombre, parce que je me suis dit, il y a eu cette première période avec les films de café-théâtre, les bronzés, les machins, les trucs avec le comte, et Marche à l'ombre, qui était la suite logique, mais qui était mon premier film. Comme réalisateur. Comme réalisateur et auteur en même temps, et acteur. Et je me suis dit, après Marche à l'ombre, c'est pas le premier d'une série, c'est le dernier d'une série. Alors j'ai mis 10 ans à en faire un autre en tant que metteur en scène. Mais il se trouve que pendant ces 10 ans, j'ai eu la chance de faire 2 des rôles les plus importants de ma carrière, qui sont Tenue de soirée et Monsieur Hir. Alors voilà, donc ça a été 10 ans plutôt agréable à faire. Ces dernières années, vous tournez moins.
Vous n'êtes pas un boulimique, il y a des acteurs et qui l'assument, hein, Cadmerade, oui. Daniel Auteuil. Daniel, oui, je sais, Daniel, il a besoin. Pas savoir oui, ce qu'il va faire. Oui, moi j'aime bien ne pas savoir ce que je vais faire. J'ai eu la chance récemment de faire des choses, notamment l'exercice de l'État, où le personnage était ce que je rêvais d'essayer de jouer depuis longtemps, c'est-à-dire l'inverse vraiment de moi, un personnage très, très déterminé, très fort, qui parle peu, qui est droit dans ses bottes, qui a une conviction très, très établie, qui est sûr de lui et qui ne scie pas. Et ça, on ne me l'avait jamais proposé. Je me disais peut-être que les gens ne m'accepteront pas dedans. C'était ma grande crainte. C'est pour ça que d'ailleurs, le fait qu'on me dise oui, tu as le droit. Tu as le droit de les faire, ces rôles-là, en m'attribuant le César, m'a fait extrêmement plaisir. Je me suis dit, tu t'es pas trompé sur l'inflexion que tu peux donner sur la suite, quoi. Là, par exemple, j'ai un projet. Bon, c'est pas un premier rôle, mais c'est un rôle. C'est très atypique et très intéressant parce que j'ai écrit le scénario d'après un roman. C'est un personnage très truculent et tout à fait, alors, une espèce de vieux malfrat, à la fois très atypique parce qu'il est capable d'élan et en même temps qui peut descendre quelqu'un et faire descendre quelqu'un comme ça. C'est un personnage, je ne sais pas encore comment je vais le faire, il me fait peur. Voilà. Donc ça me plaît beaucoup parce que c'est pas forcément les premiers rôles qui sont systématiquement intéressants. C'est ceux qui font le star system. Sauf que, voilà, j'ai renoncé à l'idée de l'Oscar à Hollywood depuis un petit moment. Donc je me dis qu'autant qu'il y ait des grands et des petits rôles passionnants plutôt que des grands rôles chiants. Si c'est possible. C'est sous la direction du réalisateur de L'Arnaqueur, Pascal Chaumeil, que Michel Blanc endossera ce nouveau costume de truand imprévisible. Titre du film, Un petit boulot. Cette semaine, dans le détail qui tue, nous ajoutons un nouveau mot à votre vocabulaire série. Dramédie, fiction à mi-chemin entre le drame et la comédie. There is an art to dying, Dee Dee. Caring sensitivity. Right this way. You guys take all the time you need. We do need this bed by 11. Il existe donc des séries qui nous font rire et d'autres qui nous font pleurer. Et il existe aussi des séries qui provoquent ces deux émotions pourtant si différentes en trouvant un équilibre parfait entre le rire et les larmes. On appelle ça des comédies dramatiques, des tragicomédies ou, pour faire simple, des dramédies. Ces séries comme Louis, Looking ou encore Girls racontent le quotidien comme aucune autre, avec les joies et les peines d'une vie normale. Elles sont incarnées par des héros simples auxquels on peut s'identifier facilement et n'édulcorent pas la réalité. Hello Ladies, par exemple, n'hésite pas à mettre en scène des losers tour à tour émouvants et très drôles. Hello ladies, my name's Stuart. With me, my good friend Wade. Hello ladies, pleasure, Wade. Hi, pleasure, Wade. Nice to meet you. Are you... Togetherness, fraîchement débarqué sur OCS City, dépeint le mariage et la crise de la quarantaine avec franchise. Two couples pushing 40, desperate in their own ways, tragic and funny in their own ways. It's about how difficult it is to be a good friend, spouse, and at the same time go after your individual dreams. La subtile Getting On nous installe dans un service de gériatrie en Californie et ne nous épargne aucun détail, tandis que Girls continue de nous raconter le difficile passage à l'âge adulte. Think of all your ups and downs. All your hopes and fears, how many of them have been yours and how many have been constructs of romantic discord? Okay, you know what? We're not watching this. This season of Girls is the girls making smarter choices and realizing that life is still hard. Drôles et tristes comme la vie, les dramédies sont un reflet honnête et brut de nos existences. Elles nous rappellent que nous ne sommes pas seuls dans nos galères. I just don't understand why nobody tells you how bad it's going to be in the real world. Yeah, they do. It's pretty much all they ever tell you. Et franchement, ça fait du bien. Cette semaine, l'extra interview se place bien loin des injonctions normatives. Cette semaine, c'est comédie musicale.
avec un sculpteur de l'espace, avec un musicien des couleurs, avec un danseur de la lumière. 3 personnes qui n'en font qu'une, une seule et même personne amoureuse du cinéma, Philippe Découfflet. Le chorégraphe du Crazy Horse, mais aussi des Jeux Olympiques d'Albertville et du Cirque du Soleil, déforme une nouvelle fois la réalité pour mieux nous la montrer dans cette création intitulée Contact. Alors, c'est parti pour un voyage avec un rêveur qui nous réveille. Oh yeah. Ça, je pense que ça peut peut-être le faire rire. Je ne sais pas si ça peut le toucher. Vous avez mis un beau costume. Hein. Ah, monsieur Découfflet. Bonjour. Vous qui aimez jouer des transformations, qui aimez jouer des métamorphoses, je me suis dit qu'il fallait que je fasse un effort. Alors, je suis parti de rien pour arriver à pas grand-chose. C'est une citation de Groucho Marx et je me suis dit que c'était une très belle introduction à notre rencontre parce que je crois que vous aimez Groucho Marx. Oui, j'adore. Si j'avais su, j'aurais moi-même mis un costume adapté. Oui, j'aime beaucoup les Marx Brothers. Un Groucho qui se peignait sa moustache. Déjà, c'est un clown, c'est un maquillage de clown, en fait, cette fausse moustache. Et puis cette marche, la fameuse marche de Groucho Marx, moi, c'est une marche que je réutilise souvent dans mes chorégraphies parce qu'elle permet d'aller assez vite près du sol et d'avoir l'air un peu con tout en ayant une certaine détermination. J'aime beaucoup. Vous vous souvenez le premier contact que vous avez eu avec le cinéma ? Alors, en tout cas, il y a un film mythique dans ma famille. Mon frère s'appelle Pierre-François et ça vient des Enfants du Paradis. Du coup, j'ai appelé ma fille Garance. Hein. Donc c'est un film, ma maman était folle de ce film et j'ai dû le voir 5 ou 6 fois enfant. Et c'est vrai que ce personnage, le personnage interprété par Jean-Louis Barrault, mais d'ailleurs l'autre aussi, celui de Pierre Brasseur, là, le théâtreux, me fascinait. Et j'ai un goût pour les saltimbanques qui datent de ce film. Donc pour moi, c'est vraiment un film fondateur, important. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans les coulisses d'un théâtre. C'est un lieu important. Et j'ai toujours été fasciné par ça, par les coulisses, mais ça vient sûrement de ce film, ouais. Dans ce spectacle, vous invitez les spectateurs à être un peu plus que des spectateurs. Quel spectateur, vous étiez petit au cinéma? Est-ce que vous rentriez par la porte de derrière dans les cinémas? Est-ce que vous découvriez le cinéma à la télé? Comment ça se passait chez les Découfflets? Enfant, moi j'ai des souvenirs de séries, justement, télévisées, puisqu'on habitait au Liban. Et on pouvait voir Max la Menace et les Thunderbirds. J'adorais ça. Les petites marionnettes, j'aimais beaucoup ces petites marionnettes et j'aimais beaucoup ce type qui téléphonait dans sa chaussure aussi. Donc ça, c'est des souvenirs d'enfant. Après, quand j'étais au lycée à Paris, où je ne suis pas resté très longtemps, je m'échappais dès que je le pouvais à midi, à la pause de midi, et plutôt que d'aller manger, j'allais dans un cinéma, je ne sais plus où, à l'Odéon, je crois, où il y avait des séances de Tex Avery. Des séances d'1 heure où on pouvait voir 1 heure de Tex Avery, ça coûtait pas cher du tout. Et j'y étais un maximum, parce que j'adorais ça. Classic rumba licks. Praising the Lord in a pool of master nectarines. Là, dans ce spectacle, je retourne vers beaucoup de mes sources. En l'occurrence, le cinéma expérimental, mais qui m'inspire depuis longtemps, c'est aussi quelque chose que j'ai découvert enfant. J'ai eu la chance j'avais un ami d'enfance dont le frère faisait du cinéma expérimental, Dominique Ouloubi, qui a écrit un très beau livre sur l'art cinétique, d'ailleurs. Et donc, j'ai découvert le cinéma expérimental à 13-14 ans, et j'allais régulièrement voir des projections de cinéma expérimental. Donc, ça fait partie... Et donc, quand j'ai vu ces films, je trouvais ça à la fois très beau, et en même temps... Voilà, mais ça, c'est mon côté. J'ai eu tout de suite envie de les projeter plutôt que sur des écrans, comme il s'agissait de matière et tout ça, de les projeter sur des corps et de voir ce que ça donnerait. Et du coup, ça a donné lieu à des premières expérimentations où on a mélangé le cinéma et la danse. Quand moi, je vois votre spectacle, j'ai l'impression que vous appliquez cette maxime d'Abel Gans qui disait que le cinéma était là pour traduire en visible le monde de l'invisible. C'est pas ce que vous faites un peu ? Est-ce que c'est pas ce que vous pourriez demander au cinéma? Oui, c'est vrai que les 5000 doigts du Docteur T, par exemple, c'est un de mes films cultes. Le Magicien d'Oz aussi. Donc les films où on propose un univers vraiment fantasmagorique. Little Nemo, on n'a jamais réussi à en faire une version correcte, mais c'est parce que c'est impossible. Mais il y a des choses comme ça. Donner accès à des mondes oniriques, ça m'intéresse beaucoup. Et oui, je considère que c'est mon métier. J'aime pas... C'est vrai que
J'adore le cinéma, mais j'ai beaucoup de mal à aimer le cinéma réaliste. J'aime pas que la reconstitution de la réalité, ou alors le documentaire est passionnant, mais la reconstitution de la réalité, je ne comprends pas à quoi ça sert. Je trouve que le cinéma est là pour nous emmener ailleurs, en tout cas. Il faut que ça dérape un petit peu. Moi, j'aime les moments où ça dérape, où on quitte la réalité pour aller Brésil, par exemple. Ça m'avait aussi beaucoup marqué. Enfin, ces films qui nous emmènent vraiment ailleurs et qui sont qualitativement intéressant, où il y a vraiment une création graphique, musicale. David Lynch vous inspire? David Lynch, j'ai été très marqué aussi par son cinéma. Mais enfant, c'était, par exemple, un film qui m'a énormément marqué et qui m'a donné vraiment envie de faire de la chorégraphie, c'est Alexandre Nevsky d'Eisenstein. Parce que pour moi, c'est un ballet, ce film. Pourtant, il n'y a pas un pas de danse, hein, c'est un film de guerre. Mais alors, tout est musical. Et la manière dont le cadre, dont les personnages, dont les groupes, comme ça, vous pouvez avoir un visage qui est là au premier plan et une armée de 2000 personnes qui est toute petite dans un coin. Ça a une puissance, ce cinéma noir et blanc, où il y a très peu de dialogue. C'est une espèce de grande épopée musicale. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre chorégraphique, Alexandre Nevsky. Tous ces soviétiques qui ont aussi inventé l'art du montage, de créer du rythme. Quand on vous regarde, vous avez cette notion du rythme, de comment distordre le temps, comment l'accélérer parfois, comment le remonter. Oui, c'est ça. Moi, je suis plus proche de ce genre de cinéma parce qu'à l'époque, la caméra ne bougeait pas non plus. C'est un art du montage à partir de plans fixes. Et sur scène, on propose forcément un montage de plans fixes. Enfin, l'œil du spectateur se promène et fait son propre montage. Donc, c'est ce qui est intéressant, en fait. Chaque spectateur est une caméra. Et chaque spectateur peut se raconter, du coup, sa propre histoire par rapport à ce qu'on lui donne à voir. Parce que, quand même, souvent, il y a plusieurs choses qui se passent en même temps. On peut regarder un côté ou l'autre de la scène. On peut choisir. Et ouais, c'est mon métier, je l'aime. Dans votre spectacle, il y a un personnage qui est Faust. Et je me dis qu'il y a un petit quelque chose qui me fait penser au film de Brian De Palma, Phantom of the Paradise, qui était vraiment un film comme votre univers, bizarre, musical, noir, étincelant. Est-ce que ça pourrait être, Phantom of the Paradise, une lecture de votre travail ? En tout cas, j'y ai pensé. Pendant la création, on a pensé à plusieurs films. On a pensé... Au tout début, j'avais pour moi les bases de la comédie musicale, c'était ces duos des Nicholas Brothers. Le seul long métrage où ils apparaissent, je crois que c'est Stormy Weather. Oui. Qui étaient des danseurs. Qui étaient des danseurs. Moi, quand j'ai commencé la danse, j'ai découvert Fred Astaire et Gene Kelly. Et puis après, on m'a dit non, ils sont nuls par rapport aux Noirs américains de la même période. Et c'est vrai qu'il y a un tas de courts-métrages où on voit ces frères qui étaient absolument extraordinaires. Bon, ceci dit, Gene Kelly et Fred Astaire étaient très bons aussi. Hein. J'ai pensé effectivement à Phantom of the Paradise et c'est un film que j'ai vu justement sur les conseils d'amis qu'il avait vu, je pense, un jour ou deux avant et qui m'avait dit « il faut absolument que tu ailles voir ça ». Donc j'y étais tout seul. Je venais d'avoir 14 ans. C'était le moment c'était parfait pour être marqué par un film comme celui-là. C'est la première fois que je suis resté assis. Vous savez, à la fin de la séance, vous ne pouvez pas vous lever, tout le monde s'en va, vous êtes là. Et je l'ai vu une deuxième fois, j'étais... 2 fois d'affilée, sans broncher, et ça m'a vraiment, oui, ça m'a fait quelque chose. Ça montrait d'une manière très forte, d'abord c'est une espèce d'opéra rock qui à l'époque était hyper... avant-gardiste. Oui, assez avant-gardiste, et qui montre très bien ce que la télévision a fait au rock'n'roll. Il y a un regard sur la manipulation de l'art, comme ça, avec cette espèce de swan, ce type maléfique. Et ce film arrive à mêler avec bonheur, en fait, il y a Faust et il y a le fantôme de l'opéra qui sont mélangés. Il y a les deux histoires. C'est parfois un peu kitsch aujourd'hui à voir, mais il y a des scènes démentes dans ce film. Bon, Faust. Non, là, c'est Jean-Claude. Ah, pardon. La petite signature. Non, mais c'est pas le moment, écoutez. Est-ce que vous qui aimez le cinéma, on pourrait s'attendre à une version filmée de ce magnifique spectacle, à Contact ? Alors écoutez, j'y pense, Contact justement comme a priori une forme
qui pourrait donner lieu à une adaptation cinématographique. J'aimerais beaucoup travailler avec un ou des cinéastes qui ont des projets musicaux, parce qu'après tout, moi, quand j'ai commencé dans la publicité, par exemple, j'avais travaillé avec Jean-Paul Goude, j'avais travaillé avec d'autres réalisateurs, et je m'occupais de faire bouger les gens dans le cadre. Donc déjà, s'il y avait des projets de comédie musicale, même si c'est des formes hybrides, mais qui pouvaient naître, c'est quelque chose qui m'intéresse, pas forcément en étant le grand chef, mais au moins en étant le chef du mouvement. Initier le mouvement, voilà l'une des vraies raisons d'être de ce professeur d'espérance. À suivre dans quelques instants, le screen parfait. La leçon de mise en scène de la semaine est signée Fatih Akin. Le réalisateur allemand d'origine turque s'empare d'un sujet douloureux, le génocide arménien avec The Cut. Et oui, c'est ça aussi le cinéma. Mais avant cela, Isabelle Claire achève sa sélection du meilleur des écrans. Ah, si c'est une œuvre, alors là c'est autre chose. Yes, sir. La leçon de la semaine, c'est celle qui nous est donnée sur le layout, une technique utilisée par le studio Ghibli dans ses films d'animation. Car le layout, étape qui suit le storyboard, est un peu au dessin ce que la mise en scène est au cinéma, indispensable. Un producteur et 2 réalisateurs, Miyazaki et Takahata, ont ainsi redonné ces lettres de noblesse à l'art du papier et du crayon dans le long métrage en utilisant ce savoir-faire précieux. 絵コンテは主に監督が書くんですけども、映画全体の設計図と言っていいものですね。レイアウトの絵の中にはそのショットで描かれる重要なエッセンスが全て書いてあると言っていいと思います。Les personnages, leur position, le cadrage et les mouvements de caméra, tout y est annoté à la taille réelle d'un tournage. キャラクターの演技やその舞台そのもの、それからその舞台の中で動くもののスピード、カメラの位置、カメラワークの指定、その他細かいことまで全て書かれています。レイアウトが良ければそのシーンがいいものになるんです。監督とアニメーターの間の綿密なやり取りをやった上でレイアウトが完成するんですね。時にはその宮崎駿監督は自分ももともとはアニメーターですので、重要なシーンですとか、自分が描いた方が早いっていう時には Avec l'arrivée du numérique et le départ de Miyazaki, les techniques traditionnelles du studio sont en danger, d'autant que pour le moment, aucun successeur n'a été désigné. Yoshifumi Kondo, qui a réalisé Si tu tends l'oreille il y a 20 ans, pouvait prétendre à cet honneur, mais il est décédé trop jeune. Animation 制作においてはデジタル化、デジタルによる制作の普及が進んでいますし、これからもどんどん進んでいくと思います。スタジオジブリの制作においては、ここに飾ってあるレイアウトをはじめ、アニメーターが描くキャラクターの動き、それを紙で鉛筆で描くというスタイルはおそらく変わらないんじゃないかと思います。 Pour en savoir plus sur le fameux studio, un documentaire en immersion sort à la fin du mois. En attendant, puisse cette magie et cette liberté d'expression du papier et du crayon ne jamais s'arrêter chez Ghibli et ailleurs. Allez, ciao! Chaque semaine, dans le Screen Parfait, nous invitons un cinéaste à décrypter pour nous son dernier film en date. Et aujourd'hui, c'est le réalisateur allemand Fatih Akin que nous avons rencontré. Après Eden, qui lui a valu l'Ours d'Or à Berlin, et de l'autre côté pour lequel il a reçu le prix du scénario à Cannes, Fatih Akin sort The Cut, dans lequel il revient sur les génocides arméniens, dont c'est le centenaire cette année. Ce film intense, il le considère comme son œuvre la plus importante à ce jour. This film is the most personal and ambitious and most long-term film I ever did. You know, every day I woke up with the film in the morning, and I went to bed with the film, and that's for 5 years.
Née en Allemagne en 1973, de parents immigrés turcs, Fatih Akin nourrit son cinéma de cette double identité. Après quelques courts-métrages, il réalise Head On en 2004, premier volet d'une trilogie sur l'amour, la mort qui sera illustrée dans De l'autre côté en 2007, et le mal, dernière thématique traitée dans The Cut, sorti cette année. Chaque film aborde les thèmes de l'identité des enfants issus de l'émigration et de leur place dans la société. Alors que 2015 marque le centenaire du génocide arménien en Turquie, The Cut revient sur ce massacre qui a hanté Fatih Akin toute sa vie. Il raconte l'histoire de Nazaret Manoukian, survivant du génocide qui parcourt le monde à la recherche de ses 2 filles. It's a historical film about the 20s. So what did I do to research the 20s? I saw a lot of films about the 20s. I saw a lot of Chaplin. I watched the Chaplin films with the purpose to see the physiognomy in the background, the dress, the costume, the decoration. After a while, you don't watch this. You're just stuck on Chaplin because it's so strong. And I think it's much more stronger than a lot of stuff today. It's stronger, really, it really is. And I don't say that because it's old. No, there's something more. It's Chaplin, and he was unique. But there is a power in it. I want to try to catch a bit of this power. And I believe that this power comes from the muteness. Comme Chaplin, Fatih Akin a rendu son héros muet. Politically, this film is about freedom of speech. You know, freedom of speech in my motherland where, well, we could not, I don't know, speak about the Armenian genocide openly, you know. When we speak about it still today, we get attacked for it. When we use the term genocide, we get attacked for that, you know. So we were made mute aggressively from outside. So the muteness of Nazareth represents that. This is a film about cinema. I can not just give an information for the audience for the Armenian genocide. I cannot just create empathy for the Armenian genocide, for Armenian people, for that issue. I can also create an empathy for a cinema where people say this cinema is dead, it's not existing anymore. The cinema where I come from, which educated me, is very much a cinema of, I don't know, The Last Imperator by Bertolucci. I saw this when I was a youth, when I was 12 or something like that. I never forget those images. I'm very much inspired by the work of Sergio Leone. You know, Once Upon a Time in America, like Apocalypse Now, The Godfather, Scarface, you know. It's in me. I decided that this genre of the film should be a Western. I thought like the Western would be the right rules, because a lot of issues in the film, a lot of subjects in the film are like the classical Western. It's a search, you know, it's a film about traveling, it's a film about discovering America, you know, in a way. And Westerns, the classical Western is the, I don't know, conquering America. You know, so the classical Western is shot in the CinemaScope, you know. Killed him? Who cares? Artansir, Baba. Yelir. This CinemaScope 35mm skills is dying. You know, it's really dying. It's not with every day. It's not. It's more difficult to shoot with that. And I would like to shoot with this. I would like to know what is it about before it completely dies out, before it becomes like dinosaurian, you know. Sen aileni bulacağını mı sanıyorsun? I was like, okay, I will shoot the film as a Western, classical, one, maximum 2 lenses, you know. We use a close-up when we really need one, you know.
we do it classical, but I need one element of today. And I was like, is it the violence? I don't want to do such a violence film about a violent subject. You know, so I was looking for a modern element. Should I do a modern camera there? You know, I like to shoot this classical modern music. You know, I do it with heavy metal music, because you know, music always is for me a transformation for emotion. You know, I can color. I can paint with emotions through music, and I think the subject is heavy metal. It definitely is, you know, the genocide. So I decided to use heavy metal music or heavy metal oriented music, you know, as a modern element. I think it fits in a way. The heat with this sound somehow for me fits. It would not be the right thing to have, I don't know, world music, you know, and the duduk, and you know. I thought, no, this is heavy metal. The world is, what's going on is heavy. It has to be heavy metal. I like to be in the wild with the camera. It's more a problem to carry your equipment into the wild. But when you shoot in the wild, instead of shooting in a studio with a green screen, always some things happen which is not in the script. The life is, I don't know, kept on satellite, which makes the film richer and more generous. The sandstorms are like that. There's 2 sandstorms in the film. The sandstorm was not in the script. You know, it's not a digital sandstorm. It was a real sandstorm. It was like, okay, we cannot shoot because the sand goes into the camera. Sand goes everywhere, you know. And the DP said, no, it looks good, let's shoot. This is a sandstorm. Sandstorms are part of this nature here, let's shoot. So we did that, and we had that in the film, you know, and incredible. You cannot create this. Werner Herzog knew that when he shot films like Fitzgeraldo. He said, no, we don't do that in the studio with a ship, you know, over the mountain. We don't do it with a model. We bring a real ship on the mountain. And they were like, and Herzog was, no, I want to catch the truth. And he did it, and he catch the truth. And today the film is, I don't know, an icon for the truthness and it's an example for willing, you know. This film would not be the same film if it would be, I don't know, built up in the studio. I believe that shooting in the wild can be helpful to make the cinema physical, really physical. تحكي عربي؟ احكي. أبوس روحك خيو، مين عمل فيك هيك؟ This film is about spirituality, in a way. It's a spiritual quest. Somebody who's very faithful and who's losing his religion and find another spirituality through hope, you know. And for me, a very spiritual place is the cinema. You know, the thing which makes me wake up in the morning every day is cinema, in a way. You know, it's more than just a job. You know, it's my life. The Cut est actuellement en salle. Ciné, série et compagnie, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez envie de couleurs, de création, d'inspiration, rendez-vous ici au musée de l'histoire de l'immigration pour découvrir cette exposition chatoyante Fashion Mix. La semaine prochaine, rencontre avec un comédien qui creuse un beau sillon populaire, Guillaume de Tonquédec, avec un artiste international à la voix envoûtante, Asaf Avidan, et avec un jeune réalisateur dont le premier film a marqué l'année 2014, Les Combattants. Le garçon, c'est Thomas Caillet. Allez, salut! Think of all the stories that we could have told.